En 1898, au cœur du Kenya, se déroule un des spectacles les plus horribles de leur histoire. Dans la brousse prend place l'un des plus célèbres chantiers des années 1800. Le projet est simple, une ligne ferroviaire de 1080 km à travers toute l'Afrique occidentale. Des travaux qui vont être perturbés par des centaines d'attaques à répétition d'un groupe d'animaux extrêmement particulier, autant physiquement que de par leurs actes. Et cet animal, c'est le lion de Tsavo. Posez-vous, j'espère que vous allez déjà très bien. Prenez-vous un petit truc à manger, prenez-vous un petit truc à boire parce qu'on va être là pendant une bonne vingtaine de minutes pour parler d'un sujet quand même assez sensible, l'une des histoires d'animaux les plus connues d'Afrique et malheureusement ça de par son drame. Ces histoires sur les fauves, j'adore toujours autant en faire et je pense, pour être honnête, même en faire un peu plus. J'ai une attache particulière avec tout ce qui est fauve, lion, etc. Et je ne retrouve pas cette attache que j'ai avec les lions autre part. Bref, tout est clair, je pense. Je vous souhaite une très bonne vidéo. John Henry Patterson est un jeune ingénieur militaire, sergent-major, et très content. Il a 31 ans et se voit enfin chargé d'une grande mission, la création d'un pont ferroviaire sur la rivière de Tsavo, en plein milieu du Kenya. John, c'est la première fois qu'il marche sur la terre du Kenya. Il a toujours été fasciné par ces paysages et pendant son voyage jusqu'à Tsavo, il est comme fou heureux de faire partie de cette mission. Après avoir parcouru une centaine de kilomètres, John découvre enfin la gare de Tsavo, puis l'endroit où il va travailler sur ce fameux pont qui ressemble pour l'instant à une gigantesque fourmilière humaine. Pour que vous vous imaginiez un peu ce camp, c'est des baraquements de fortune dans la brousse poussiéreuse de l'Afrique, des centaines de tentes et beaucoup de matériel. Tsavo, entre guillemets, dans le dialecte de la tribu d'Akamba, ça signifie un mot très spécial, la tuerie, le lieu où l'on massacre, et ça John le sait. Mais il est à des années-lumière d'imaginer que cette appellation sera bien réelle, à des années-lumière d'imaginer que le chantier où il était si content de bosser allait devenir l'un des plus grands drames du Kenya, le massacre de Tsavo. Ce lieu a très mauvaise réputation et les autochtones connaissent ces terres et elle est dite comme hantée par un mauvais esprit. Ces mauvais esprits seraient sans doute les âmes des esclaves laissés pour morts à cet endroit même, des esclaves qui évidemment mouraient sous les crocs de la savane. Leur odeur attirait les lions et les lionnes n'hésitaient pas une seule seconde avant de leur sauter dessus. Petite explication rationnelle. En 1898, ces lions sont devenus mangeurs d'hommes à cause d'un drame qui s'est passé peu de temps avant. Une épidémie de peste a tué tous les herbivores du coin qui est accessoirement leur nourriture. Donc on peut imaginer que le lieu de ce chantier est dangereux, mais John a d'autres occupations que d'écouter des on-dit. Il tâte le terrain, organise les équipes, commence son rôle de chef de chantier, puis le 23 mars, une première nouvelle vient à lui. Un chef d'équipe l'informe, un ouvrier indien a disparu. Il était missionné de la création d'un tunnel et cet ouvrier est déjà le 3e disparu depuis ces 4 derniers jours. Le chef informe Patterson que cela pourrait être causé par des lions, comme le dit la rumeur, mais John ne le croit pas. Pour lui, c'est juste des on-dit. Selon lui, le travail est très compliqué et ça justifierait des désertions. Des désertions, c'est des personnes qui désertent du coup le terrain parce qu'ils veulent pas travailler ou du moins c'est trop compliqué pour eux, donc ils essayent de fuir. Seulement, le serviteur indien de John le contredit. Il y a bel et bien des mangeurs d'hommes ici, et des hommes, ce soir, beaucoup d'hommes vont mourir. Plusieurs jours plus tard, Patterson se réveille en sursaut. Plusieurs hommes tremblants de peur, complètement effrayés, viennent l'avertir que son contremaître indien, un homme qu'il connaissait très bien, a été saisi dans sa tente d'une violence extrême par des lions. Une scène d'horreur macabre où l'animal traîne l'homme hors de la tente pour le dévorer. Un témoin a vu la scène et raconte qu'il était aux alentours de minuit, lorsqu'il se réveille brutalement et aperçoit une énorme tête de lion dans la tente, quelques secondes avant qu'il attrape la gorge du contremaître. Le combat a duré environ une minute de bruit macabre, puis ensuite, plus rien. Après cette scène, silence complet. Une nouvelle mission va voir le jour, retrouver le corps de l'homme. Très rapidement, ils arrivent à avoir des pistes, et ça c'est grâce aux taches de sang, mais surtout aux oiseaux charognards du coin qui se regroupent pas loin du camp, autour d'une dizaine d'ossements humains. Ils se mettent à suivre les traces jusqu'à trouver la tête intacte, terrifiée, comme si elle s'était figée dans le temps. Au-delà de cette scène, ce qui frappe John, c'est 2 séries de traces de pattes gigantesques, ce qui laisse croire qu'ils n'ont pas affaire à un lion, mais bel et bien 2. Pour John, c'est trop. Il passe sa fin de journée à réfléchir à une méthode dont il peut arrêter cette folie meurtrière. Et il sait qu'ils vont revenir, donc il prend la décision de rester en affût toute la nuit jusqu'à les croiser et enfin en finir avec eux. À ce moment,
il n'est plus du tout dans son état normal. Donc il prépare ses affaires, une carabine 303, un pistolet de 12 coups, et il monte en haut d'un arbre. Ce n'est à ce moment-là plus du tout le même John qu'au début de l'histoire. John trouve un magnifique coin, se poste en haut d'un petit arbre évidemment. Les ouvriers du camp traumatisés le supplient de monter avec lui, donc il accepte que pour quelques-uns d'entre eux. Et puis voilà la nuit. Pendant des heures, au milieu de la nuit noire et obscure, les hommes attendent un signe, un bruit. John aperçoit un regard. Et juste après avoir aperçu ce regard, quelques minutes après, des cris d'horreur au camp vont suivre. Le lendemain, une tente a été déchirée d'un coup de griffe qui a touché un ouvrier et dans son sommeil, l'homme a perdu la vie lors de cette attaque. L'ambiance est silencieuse, macabre, morbide. En fait, c'est plus un silence classique, mais un silence de mort. Maintenant, c'est plus des rumeurs, ce sont bel et bien 2 lions qui attaquent le camp, 2 lions que l'on surnommera les lions de Tsavo. Au Kenya, les lions de Tsavo mènent la panique. C'est le chaos dans la région, mais aussi dans le camp. Les hommes sont obligés de continuer dans la peur et l'anxiété, le traumatisme et l'angoisse, et pour John, c'est bien plus qu'éprouvant. Lui n'a pas terminé. Chaque soir, il guette en haut de son arbre la venue des lions afin d'espérer mettre enfin une fin à ce massacre et cette situation qui dure depuis déjà plusieurs mois. Chaque nuit, les lions déjouent les pièges de Patterson et y attaquent dans plusieurs quartiers différents. Les journées de John se résument à guetter, se reposer au matin, mais par la suite réveillé en sursaut lorsqu'il apprend la nouvelle. La journée, il travaille sur le chantier et le soir, il continue ses fonctions d'observation afin d'en venir au bout avec ses lions. Plus on avance et plus le nombre de morts augmente. 10, 12, 15, 18. C'est une vraie série de meurtres qui ne fait qu'augmenter, peu importe les pièges tendus. Depuis maintenant plusieurs semaines, rien n'y fait. C'est désormais le quotidien de Tsavo. Chaque soir, les lions viennent chercher leur dose de sang humain. Comme si pour eux c'était une drogue, comme si pour eux c'était un besoin ou un amusement. Plus on avance dans les jours et plus Patterson n'a plus qu'une seule obsession, c'est abattre les lions de Tsavo. Pour la survie de son camp et du village, il réfléchit à un moyen ultime de ne plus perdre d'hommes. Donc on va créer une barrière d'épines pointues, infranchissable autour du camp. Comme ça, plus personne ne pourra passer. Ils l'a créée tous ensemble avec une ouverture que seul le chef de camp, à la tombée de la nuit, fermera. Ce qu'il crée s'appelle une boma, et un ordre est donné par Patterson. Tous les soirs, la boma sera fermée et vous serez obligé de faire un feu au milieu de cette boma. Un gigantesque feu pour faire fuir les prédateurs. Les ouvriers reprennent. Ils reprennent confiance et motivation et se mettent à travailler comme des fous parce qu'ils savent que maintenant, ils sont protégés par cette gigantesque barrière d'épines infranchissable, enfin infranchissable entre guillemets. En fait, peut-être pas si infranchissable qu'ils le pensaient. 3 jours plus tard, un médecin du camp est réveillé en sursaut, en plein milieu de la nuit, un lion gigantesque le regarde à quelques mètres seulement devant lui. Les deux se débattent, le gigantesque lion rebrousse chemin et part directement vers une seconde tente, celle-ci avec 3 patients couchés. Le lion arrache complètement toute la tente avec ses griffes et bondit à l'intérieur, la tente s'écroule instantanément et les cris résonnent dans tout le quartier. Les deux se débattent et très vite, le patient décède. Dès que l'homme est mort, le lion le traîne jusqu'à la faille où il a pu rentrer dans la boma sans trop de problèmes et emporte le corps. Après cet incident, évidemment, Patterson a les boules parce que la boma n'a pas fonctionné et pendant ce temps, le chiffre de morts continue d'augmenter chaque soir. 20, 22, 26, 30. Puis soudainement, pendant 2 mois, plus de nouvelles. Plus de nouvelles d'aucun lion. Plus d'attaques, plus rien. Un calme plat. Plus aucune trace des lions de Tsavo, les ouvriers continuent le chantier avec un soulagement énorme. Ils oublieraient presque qu'il y a eu des attaques quelques mois avant. Le calme a complètement repris du terrain et c'est tant mieux. Les ouvriers reprennent des habitudes confortables, ils rigolent entre eux, ils parlent fort, ils tirent même leur lit hors de leur tente et se mettent à dormir à la belle étoile, ce qui leur manquait énormément. Sauf que le 10 août, le veilleur de nuit entend un bruit inhabituel. Il se frotte les yeux et se met à crier en pointant du doigt d'un côté de la barrière épineuse « Le lion, le lion !» Tous les ouvriers se réveillent en sursaut et observent le lion en train de forcer le passage pour passer à travers la boma. Cet élément laisse place à une bataille acharnée à coups de rugissements, de torches enflammées, de pierres. Le lion arrive à pénétrer la boma. Les ouvriers le voient tous enfin nettement, même s'ils n'auraient préféré jamais le voir, je pense. Le second lion le rejoint. Les lions de Tsavo sont de retour. 30, 40, 60, 70, les lions sur le mois qui suivent atteignent les 100 victimes à Tsavo. Ils s'en prennent à la gare, des chasseurs sont sur place mais uniquement leurs vêtements sont retrouvés, des pièges sont mis en place, d'énormes cages en fait sont construites avec des chasseurs armés à l'intérieur pour attirer les lions, sauf qu'aucune cage ne résiste face aux 2 lions de Tsavo. À chaque fois, tous les pièges qui sont tendus
contre les lions sont des échecs. Bref, on est déjà à plus de 8 mois après les travaux et c'est impossible d'arrêter ce cauchemar. Patterson n'a pas dit son dernier mot. Perché sur un camp beaucoup mieux sécurisé sur une plateforme de plus de 3 mètres de haut, le 9 décembre, un lion approche dans son dos. Il a tout juste le temps de se retourner que le lion lui bondit dessus, puis, au jugé, une détonation retentit. Vous savez très bien ce qui vient de se passer. John Patterson vient de tuer le premier des 2 lions de Tsavo. Son descriptif, gigantesque, un regard noir vide, mais le trait physique que les gens vont retenir, c'est sa crinière qui ne possède aucun poil. Et ça, c'est vraiment le trait physique très atypique des 2 lions de Tsavo. Patterson est heureux, évidemment. Ce corps sans vie, c'est une vengeance qu'il accumule depuis des mois. C'est la vengeance de ses camarades morts sur son chantier, ce qui le réjouit plus que tout. Et pour lui, c'est comme une lueur d'espoir pour ce chantier. Mais comme je vous l'ai dit, il en reste un lion toujours en vie, un lion qui fait partie du duo de lions qui ont tué des centaines de personnes depuis ces derniers mois sur le chantier de Tsavo et même dans les autres régions qui les entourent. Et ça, Patterson, il ne l'a pas oublié. Mais avant de vous parler de la manière dont il va résoudre cette histoire, voici leur descriptif. Les États-Unis se sont beaucoup intéressés à cette affaire. En fait, ils ont pendant très longtemps supplié John de faire des ouvrages sur son histoire, sur l'histoire qu'il a vécue avec les lions de Tsavo. Et il me semble qu'il va sortir des bouquins justement en parlant de cette histoire. Et après toute cette histoire déroulée, ils vont tout faire pour récupérer les dépouilles des animaux afin de pouvoir les exposer dans un musée. Actuellement, si vous voulez aller voir de vos propres yeux les lions de Tsavo, c'est possible. Vous pouvez aller les voir, ils sont visitables dans un musée aux États-Unis, précisément à Chicago. La représentation n'est pas hyper bien faite, il y a beaucoup de traits physiques qui ont d'ailleurs choqué le monde entier. Niveau taille, ils font entre 1m20 et 1m60 il me semble. Et ils sont blanc-gris, avec une tête très allongée. En fait, ces 2 lions qui sont maintenant du coup devenus très célèbres, le monde pense que c'est des sous-espèces de lions. Voici leur portrait, représenté et reconstitué avec les restes récupérés de leur corps sans vie. Les 2 corps sont exposés dans un musée très connu à Chicago, aux États-Unis, précisément dans le musée Field Museum of Natural History. Bon, vous connaissez mon accent anglais, avec les vidéos qui passent, toujours aussi à chier. Et ils étaient loin de ressembler à ça de base, mais c'est la seule représentation que les États-Unis ont été capables de faire. C'est vrai qu'elle est vraiment pas tip-top, elle ressemble tout sauf à un tigre, mais c'est les restes des lions de Tsavo, donc c'est un peu iconique. Peu de temps après, 2 semaines après précisément la mort du premier lion de Tsavo, le 2e lion du duo ressurgit et il tente une attaque en pleine nuit dans le camp, sauf que là, il va subir un tir croisé. Blessé, il va rebrousser chemin, sauf qu'il va prendre avec lui un âne, mais bon, un âne, c'est un gros animal et donc s'il est blessé, c'est un peu facile à retrouver. Et John Patterson, grâce aux taches de sang, etc., va très rapidement retrouver la trace de l'âne et ça un peu plus tard dans la journée. Au loin, il aperçoit une petite queue de lion. Vous voyez les petits poils au bout de la queue, il va apercevoir ça. Il va s'empresser sur son fusil et lui tirer une balle, sauf que il va rater les organes vitaux du lion et uniquement le blesser une seconde fois. Le lion s'enfuit directement avant 30 mètres plus tard de leur foncer dessus là où il subira le tir final. Le 2e lion va être abattu à coups de fusil dans une scène acharnée, où même après plusieurs balles dans son corps, le lion va continuer à se débattre et à rugir dans toute la zone de Tsavo, comme le dernier cri du roi, qui semblait plutôt être un démon. Quelques semaines après la mort du 2e lion de Tsavo, en février 1899, Patterson, lors d'une mission de reconnaissance, va découvrir l'endroit présumé être la tanière des lions de Tsavo. Il va complètement par hasard trouver une grotte près d'une rivière asséchée et assister à une scène complètement horrible, angoissante, une dizaine, voire même presque une centaine d'ossements humains, de vêtements humains, mais surtout de bracelets indiens, ce qui va le mettre sur la piste d'une potentielle tanière, celle des lions de Tsavo, parce que c'est les bracelets que portait son équipe. Actuellement, je suis sûr que vous posez pas mal de petites questions et l'histoire commence à toucher à sa fin, donc je vais y répondre. Pourquoi dans cette histoire, les lions mangent des hommes? Parce que c'est vrai, les lions sont pas généralement attirés par la viande humaine, ou du moins ils vont préférer aller se jeter sur un zèbre ou un buffle, une antilope plutôt qu'un humain. En fait, il y a une hypothèse qui reste très probable, que je vous ai parlé au début de cette vidéo. Pendant une épidémie de peste qui a décimé tous les animaux de la zone de Tsavo, il y avait des esclaves qui étaient délivrés dans cette zone-là, et vu que les lions n'avaient pas d'autre choix que d'attaquer les esclaves parce que c'était leur seule source de nourriture pour survivre, ils auraient peut-être pris goût justement à la viande humaine, et là du coup il y a un camp d'ouvriers entre guillemets qui soit à proximité de leur tanière,
Pour eux, c'était presque nourriture illimitée parce qu'il y avait des centaines d'hommes à disposition. Ça reste l'hypothèse la plus probable, ou du moins celle dont j'ai entendu le plus parler. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé plus ou moins la manière dont ils dévoraient les corps, dont ils se nourrissaient, et à ce qui paraît, ils prenaient un vrai plaisir à sucer le sang des humains. Après, il y a aussi tout le côté un peu spirituel, où là vraiment, il y a vraiment cette âme de démon qui possédait toute la zone de Tsavo, qui déjà Tsavo était une signification au niveau du nom très particulière. Donc voilà, il y a le côté spirituel, où c'est plus un démon qui hante un peu, qui possède un peu l'endroit, et le côté rationnel, où là vraiment, c'est des lions qui ont tout simplement été entre guillemets éduqués à manger l'homme parce qu'ils n'ont pas eu le choix pour leur survie. Pourquoi ont-ils déserté pendant 2 mois? C'est une vraie question dans l'histoire. Juste avant que le premier lion décède, ils vont partir pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il n'y aura plus aucune nouvelle. Et ça, c'est pas à cause des plans machiavéliques, entre guillemets, que faisait John Patterson. C'est plus dû à une potentielle aussi réponse qu'on a trouvée. John a trouvé leur tanière, entre guillemets, près d'une rivière asséchée. Il faut savoir qu'au Kenya, c'est du coup l'Afrique du Sud, il me semble, et c'est des zones où quand il pleut, l'eau monte très vite parce que les terres sont très sèches et du coup, la terre n'a pas le temps d'engloutir, entre guillemets, toute l'eau. Et donc, ça fait des inondations, ça crée des inondations très vite. Il y a Mathieu Courbès qui a fait un super documentaire à propos de ce sujet-là, justement. Et cette grotte, vu qu'elle se trouvait à proximité d'une rivière asséchée, pourrait imaginer, peut-être que c'est même vrai, officiel, je pense que c'est très probable d'ailleurs, l'eau commence à monter d'un coup et que les lions ont senti cette chose-là et du coup ils sont directement partis en fait de cette zone-là pour pas se retrouver engloutis dans leur tanière. C'est des cas qui arrivent très souvent, que des animaux se retrouvent complètement noyés, etc. parce que l'eau monte très vite. Pendant les 2 mois où ils sont partis, ils n'ont pas juste disparu. En fait, ils sont partis migrer quelque part d'autre, des autres endroits où ils ont fait des kills aussi. Et plus tard, ils sont revenus. Donc l'hypothèse la plus probable serait que la rivière est montée d'un coup et du coup ils soient partis migrer quelque part d'autre en attendant que les eaux se régulent un peu plus. Comment faisait-il pour déjouer les pièges humains? Déjà, ces animaux, ils étaient atypiques. Déjà, on part sur des animaux, des lions qui n'ont pas de crinière. La crinière, c'est l'identité d'un lion. C'est-à-dire qu'on peut apercevoir son âge, on peut apercevoir plein de choses. Si vous voyez un lion avec une grosse crinière bien noire, bien grande, ça veut dire que c'est un gros lion qui a beaucoup de vécu et d'expérience sur le terrain. Et ces 2 lions, ces lions de Tsavo, n'avaient aucune crinière. Donc déjà là, on part sur un physique atypique. On n'a jamais vraiment eu de réponse du pourquoi, du comment ils étaient autant rusés, parce que c'était des lions très intelligents, vraiment gros, très gros. Je pourrais plus vous sentir les dimensions, mais vous pouvez les trouver facilement via ChatGPT, etc. Il n'y a pas vraiment de réponse à ce niveau-là. C'est vraiment le côté un peu mystique de l'histoire. C'est les 2 lions avec un physique atypique. Pourquoi étaient-ils aussi gigantesques? C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans cette histoire-là. Je me suis informé, moi, sur des forums, sur des pages Facebook, sur aussi des podcasts concernant cette histoire-là. Et c'est vrai que leur grosseur, leur poids, leur imposance, elle revient beaucoup. Et justement, comme je vous l'ai dit au travers de l'histoire, à ce qui paraît, entre guillemets, ce serait peut-être des sous-espèces de lions. Une sous-espèce, c'est par exemple le lion de l'Atlas. Je ne sais pas si vous connaissez. Le lion de l'Atlas, c'était un lion qui était vraiment genre giga imposant. C'était vraiment le lion, si ce n'est même pas peut-être le lion le plus balèze qui puisse exister. Je vais faire un documentaire d'ailleurs vers le mois de janvier-février. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On est à 22% du trophée des 100 000 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Vers janvier-février, je vais partir au Maroc pour aller faire un documentaire sur le lion de l'Atlas, qui était une sous-espèce de lion. Mais si vous voulez, c'est un peu comme une branche externe, entre guillemets, de la race pure du lion, en fait. On va dire que c'est une autre race, entre guillemets, de lion. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça se trouve, je suis en train de détruire le milieu du fauve, là. Mais voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, mais on va dire que c'est une deuxième branche de l'arbre généalogique du lion, en fait. Et du coup, il y aurait des rumeurs comme quoi, à ce qui paraît, les lions de Tsavo seraient une sous-espèce du lion. Donc, ça justifierait, entre guillemets, son imposance stature, sa force de mâchoire extraordinaire, son regard différent, et peut-être aussi sa crinière, on sait pas, même si je pense que la crinière, c'est vraiment un trait physique, peut-être familial, on sait pas s'ils sont de la même famille. Donc voilà. J'aimerais aussi vous faire un long métrage sur cette histoire-là, peut-être en Afrique du Sud, aller me rendre moi-même sur les zones où il y avait les lions de Tsavo et filmer du coup maintenant ce qui est devenu le chantier, etc. Et repasser un peu sur tous les points un peu précis de l'histoire, interviewer des personnes qui travaillent là-bas. Ça pourrait être vraiment sympathique. Pour ça, j'ai besoin de financement. Donc en description, il y a un compte PayPal qui me permet moi de financer mes projets et sur lequel, faut savoir que dans la vraie vie, moi j'utilise très peu d'argent pour moi, pour mon plaisir. Je me fais très peu de cadeaux. Je mets tout dans YouTube. J'ai un projet qui me tient à cœur, c'est d'aller en Afrique du Sud. Ça me plairait vraiment. Donc s'il y a des personnes qui seraient aptes
peut-être à m'aider sur ce point, et bah écoutez, il y a un compte PayPal dans la description, ça serait vraiment trop cool. Moi je suis passionné par ces histoires de fauves, je suis passionné par les fauves en règle générale, la photographie animalière, j'ai beaucoup de projets à réaliser, donc pas tout vous utiliser maintenant, mais ça risque d'être vraiment cool. Il y a aussi un projet physique, vous allez pouvoir avoir des choses en physique chez vous, pas bientôt, mais prochainement, dans les mois à venir, parce que je suis en train d'y penser tout juste. Donc voilà, je vous remercie infiniment, je vous le rappelle, mais on est à 22% du trophée des 100 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, mettre des commentaires et surtout partager cette petite vidéo à des proches. Vous pouvez cliquer là, ici ou au milieu pour vous abonner à cette chaîne. Bref, prenez soin de vous, je vous aime fort, à très bientôt.